Le système de retraite au Japon ne fonctionne pas aussi bien qu'en France. Et donc les personnes âgées continuent de travailler pour arrondir leur fin de mois, pour essayer d'avoir une retraite plus digne. Et un des petits travaux qu'on leur propose, c'est de venir désherber les mousses. Et alors là, je dois vous avouer que quand j'ai découvert ça, donc elles sont à moitié accroupies par terre dans des positions pas possibles, parce que vous imaginez la taille des mousses, d'avoir découvert ça, évidemment d'avoir découvert ce sujet sociétal qui est quand même costaud, hein, que je me passerais bien d'évoquer, j'y connais rien, mais aujourd'hui, mais surtout d'imaginer qu'on puisse avoir une telle attention pour une plante qui clairement ne nous intéresse pas. Et je mets au défi les personnes qui sont autour de moi, même les amoureux de la botanique, de me citer ne serait-ce que trois espèces de mousses. On ne sait pas parler des mousses, on ne sait pas les nommer. Et il se trouve qu'au Japon, ils ont un rapport absolument fou à cette plante. Si vous vous intéressez à leur culture, leur hymne national, les premières lignes de l'hymne national, qui est une lettre adressée à leur empereur, évoque déjà les mousses. Donc ce mot-là apparaît y compris dans leur hymne national. C'est un petit peu moins sanguinolent que le nôtre. Et c'est vous dire à quel point ils ont un rapport complètement fou à cette plante. Et donc moi, c'était de la curiosité d'abord, hein, tout simplement. Je cherchais rien d'autre que de comprendre un peu quelle était cette plante. Et puis j'ai vu qu'elle était assez peu étudiée en France. Qu'il y a quelques ouvrages de vulgarisation, celui notamment de Véronique Mur, Louange des mousses. Enfin, on en parle assez peu finalement et on ne les connaît pas très bien. Et ce qui m'intéressait, c'est qu'on ne les connaît pas très bien, on ne sait pas les nommer, on ne sait pas comment elles fonctionnent, on ne les voit pas non plus très bien parce qu'elles sont toutes petites. Et en même temps, on les connaît toutes et tous, parce qu'en fait, il y en a partout. Il y en a en bas de chez nous, il y en a. Je suis sûr que là, si on fait une toute petite opération à l'extérieur de cette salle, on va en trouver 3 espèces en moins de 10 minutes. Il y en a partout. Elles sont là absolument partout. Ce n'est pas le cas de tous les végétaux. Vous ne trouverez pas des rosiers partout, vous ne trouverez pas des hortensias partout, vous ne trouverez pas des palmiers partout. Vous ne trouverez pas des champignons partout. Et les mousses, elles sont là, même au pied de mon immeuble du 19e arrondissement à Paris. Vous avez au moins deux espèces de mousses qui poussent en plein soleil contre toute attente et contre toute idée reçue. Donc c'est vraiment des plantes qui sont présentes partout. Et moi, ce qui m'intéressait en fait cette plante-là, c'était aussi un petit défi de fabrication d'histoire, en fait, de narration. C'est-à-dire d'aller raconter vraiment la plante la plus, je vais être vulgaire, la plus chiante de la Terre, la plus ennuyeuse, et démontrer à quel point elle ne l'était pas du tout. Et vous voyez, et ça c'est pour les scénaristes qui font du cinéma, c'est une chance géniale de partir du plus gros loser en fait, imaginable, et d'en faire un super-héros. Et donc tout l'enjeu ensuite, c'était avec une vraie rigueur scientifique, d'essayer de raconter comment ces plantes ont été un tout petit peu oubliées par la science ces 50 dernières années, et comment on s'intéresse à nouveau à elles aujourd'hui. Et puis aussi, très simplement, parce que moi j'attendais pas beaucoup plus de la part de ce film, c'était de s'assurer qu'à la fin du film, on ait envie d'herboriser, et donc de partir avec sa petite loupe et d'aller les regarder d'un peu plus près. Voilà. Et ça s'arrête là. Alors après, moi je suis paysagiste, je dirige un grand jardin en France. Est-ce qu'il y a un lien ? C'est celui de Versailles. Non, c'est celui des Tuileries. Celui du Louvre et des Tuileries. Mais évidemment qu'il y a un lien, mais je ne sais pas s'il était aussi direct que ça en fait. Effectivement, après, le lien il s'est fabriqué plutôt après à l'envers, c'est-à-dire qu'après je suis allé voir où est-ce qu'il y avait des mousses aux Tuileries, parce que personne s'est évidemment intéressé aux mousses aux Tuileries. On s'est intéressé aux tilleuls, aux marronniers, au fleurissement annuel, mais certainement pas à cette petite plante qui glisse, qui est aux yeux de plein de gens un cauchemar pour vos toitures, mais rarement quelque chose de positif et joyeux, et en plus dont on se réintéresse aujourd'hui. Moi, ce qui m'a marqué dans le premier échange qu'on a pu avoir ensemble, et même là, ce que tu nous as partagé, c'est qu'en fait,
ta trajectoire, ta connaissance, ton expertise, ça fabrique le constat d'ignorance, ça fabrique le constat d'étonnement par rapport aux mousses. C'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, on est assez... Mais moi, le premier, hein, je n'y connaissais rien, quoi. Clairement, hein, je ne vais pas vous raconter des mensonges. Hein, j'y connaissais rien du tout. J'étais incapable de citer ne serait-ce que le nom de la plus connue de toutes, c'est-à-dire le Polytrichum. Mais vous voyez, déjà, ça vous fait mal au ventre, ne serait-ce que de le prononcer, parce qu'en plus, c'est une famille végétale qui a été mal aimée. Vous avez dû remarquer qu'on n'appelle plus nos arbres par des noms latins aujourd'hui. On leur donne des noms communs qui sont issus de nos patois, du latin, mais qui sont devenus des noms communs. Donc on dit le chêne, on ne dit pas le quercus. On dit le frêne, on ne dit pas le fraxinus, vous voyez, j'en sais rien. On ne va pas chercher des noms latins. Les noms qui sont restés pour les mousses sont toujours des noms qui sont difficiles à écouter, difficiles à retenir. Et donc, évidemment, comment voulez-vous qu'on rentre en dialogue avec ces petits êtres, ces petits végétaux, puisqu'on ne peut pas les nommer. Voilà, on est forcément face à un étranger en face de nous. Et comme vous le savez peut-être, quand on est face à un étranger, on ne le comprend pas et on lui colle tout de suite des images terribles sur le dos. Et ben c'est exactement la même chose avec les mousses. Comment on ne les a pas nommées, comment on leur a pas porté la tendresse qu'il fallait, ben en fait on ne sait pas à quoi on a affaire. Et en fait on a affaire à des plantes qui sont assez fascinantes. Puis après le dernier truc, c'est moi que j'adore, c'est que c'est un peu aussi David contre Goliath, quoi. C'est-à-dire que c'est en plus une plante toute petite, dont on se contrefiche, mais qui nous raconte peut-être une histoire du monde absolument extraordinaire, puisqu'elle est là depuis bien plus longtemps que nous, elle est là depuis 450 millions d'années, elle en a vu des vertes et des pas mûres, et qu'on pense quand même que, malgré toutes les bêtises qu'on est en train de faire sur cette planète, un certain nombre d'espèces de mousses résistera probablement très très bien à l'humanité, si je ne veux pas être catastrophique. Oui, non, tu ne l'es pas, mais de toute façon, c'est ce qui est raconté dans le documentaire. Il y a une partie très intéressante qui fera l'objet d'une autre question un peu plus tard dans la table ronde que sur la fin du documentaire, hein, pour un peu la situer. Je vais passer la parole à un autre homme de télévision, Morad et Bush. Toi aussi, on peut dire, hein, tu as beaucoup bourlingué. Qui était là pour la projection du film juste avant ? La moitié d'entre vous à peu près, peut-être les 2/3, une grosse moitié, ok. Donc en fait, dans la discussion qu'il y a eu avec la salle à l'issue du documentaire sur les Mikas, ce peuple qui creuse le sol à la recherche de l'eau à Madagascar, Morad nous a partagé beaucoup de choses on va dire, qui le motivaient aux tripes, viscéralement, et de son expérience de 25 ans de journaliste de guerre. Ça, c'est une première chose. Ça pose la base de là d'où il vient et de ce qu'il a vu. Et puis, depuis 15 ans, avec Sale temps pour la planète, tu as bourlingué à nouveau autour du monde, un peu moins sur les conflits, ou en tout cas sur d'autres zones de conflits ou d'autres zones de tension qui concernaient l'environnement. À la lumière de cette vision d'ensemble, quel pays tu n'as pas visité déjà ? Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, c'est la Tchétchénie que tu n'as pas visité. En fait, je n'ai pas visité en temps de guerre. En fait, il y a un journaliste qui, il n'y a pas très longtemps, a fait un portrait et il m'a posé la question combien de pays j'avais fait. Alors, c'est terrible pour mon bilan carbone, mais c'était à une époque où on ne savait pas toujours, évidemment, quelle était notre empreinte. J'ai 154 pays. Donc voilà, et à peu près, je pense, une cinquantaine en guerre. Voilà. Très bien, sur à peu près 200, 195, 200 ça dépend pays. Les chiffres des Nations Unies, ceux qui sont connus, reconnus, enfin bref. Voilà, ceux qui sont reconnus, voilà, ouais. Ceux qui s'autodéclarent ou qui sont reconnus, etc. etc. Bah, j'avais en Somalie, quand le dictateur Siad Barre était tombé, le président qui avait pris sa place, en fait, j'étais arrivé, c'était au moment de la première guerre du Golfe, donc 91, et à ce moment-là, je vais voir le président qui venait d'être élu, et je lui dis, je ne comprends pas, vous n'êtes pas reconnu par la communauté internationale. Il se trouve qu'il avait un téléphone rouge à côté de lui et un autre téléphone. Il n'y avait pas les portables à l'époque. Et donc il prend le téléphone rouge et il fait, j'ai pas de ligne. Et en fait, il n'y avait pas d'électricité. Donc il m'expliquait qu'il ne pouvait pas être reconnu. Donc c'est une petite parenthèse. Mais oui, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est qu'à un moment, la télé
m'a expliqué qu'en fait c'était trop anxiogène les films sur les conflits et que grosso modo la France souffrait et qu'il fallait peut-être plus s'intéresser à ce qui se passe en France. Et il se trouve que très vite, et grâce à tous les gens que j'ai pu rencontrer sur le terrain, notamment des gens des Nations Unies, j'ai très vite compris que 25% aujourd'hui des guerres, c'est essentiellement lié à la sécheresse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais la sécheresse, vous en entendez aujourd'hui beaucoup parler, il va y avoir des nouveaux conflits. J'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps à l'école de guerre, où la question c'était sécheresse, nouveaux conflits. Et je suis arrivé d'abord pour incarner en gros ce qu'était la guerre, parce que les militaires ont parlait beaucoup de la manière dont ils devraient s'adapter, leurs véhicules, leurs blindés, leurs avions de chasse à cause du stress d'une manière générale lié au climat et à l'augmentation des températures. Et moi j'ai essayé d'incarner, donc j'avais un des premiers documentaires que j'avais fait sur le changement climatique. C'était au lac Tchad. Il se trouve que, je ne sais pas si vous connaissez le lac Tchad, donc c'est un lac qui était immense et qui, grosso modo, permettait à 5 pays, donc à 5 populations différentes, de pouvoir nourrir leur famille. Vous avez compris avec le sujet tout à l'heure que c'est quelque chose qui m'importe. Hein. Et donc, sur le lac Tchad, vous avez aujourd'hui malheureusement un lac qui se rétrécit. Plus le lac se rétrécit, moins les populations ont accès aux ressources halieutiques, donc aux poissons. Moins ils ont accès, forcément, plus ça devient difficile pour nourrir la famille, troquer, pour ensuite, évidemment, avoir du café et d'autres produits. Ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, c'est que plus vous avez le lac qui se rétrécit, plus vous avez des populations qui se paupérisent, et plus vous avez des populations dans un grand dénuement, désarroi, plus vous avez de chances pour que Daesh, pour que Boko Haram, que vous connaissez, qui sont des groupes terroristes, puissent s'implanter là et évidemment enrôler tous ces desperados. Desperados, c'est des gens désespérés qui n'ont plus d'espoir. Et donc ces gens-là, malheureusement, il faut quand même savoir que 0,1% d'augmentation de température aujourd'hui, c'est 100 000 migrants supplémentaires, 100 000. Et donc, ce qui s'est passé à l'époque, comme la télévision supportait de moins en moins qu'on parle des conflits, qu'on explique les raisons pour lesquelles tel ou tel conflit avait émergé, pourquoi ça durait, etc., etc., en fait, ils m'ont dit, écoute, c'est trop anxiogène, il faudrait que tu nous proposes autre chose. Bon. Et comme j'avais cet ami des Nations Unies qui m'avait dit, la sécheresse aujourd'hui, c'est au Soudan. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la guerre au Darfour. La guerre au Darfour, on a beaucoup dit que, évidemment, c'était une guerre qui n'avait rien à voir avec la sécheresse. Or, c'était ça, puisque vous avez une population qui sont des éleveurs, et donc qui traversent le pays et qui avaient des points d'eau. Et puis, vous avez les paysans animistes, les autres sont musulmans, et des populations qui, comme il y a de moins en moins de points d'eau, les éleveurs qui avaient de plus en plus de bétail, en fait, commençaient à empiéter sur le territoire des paysans. Et à un moment, forcément, ça a clashé. Et le problème, c'est que le gouvernement de Khartoum, qui était musulman, a instrumentalisé, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces miliciens qu'on appelait les Janjaweed. On a vu quelques images, ils étaient à cheval, on était là dans une autre époque, hein, et donc qui massacraient. Et on avait instrumentalisé tout ça. Mais la réalité, c'est malheureusement l'eau, le manque d'eau. Et donc toutes ces populations qui ne sont pas des réfugiés, mais des déplacés, parce qu'on est à l'intérieur du même pays, en fait, malheureusement, ont été regroupés dans des camps. Le programme alimentaire mondial essaye tant bien que mal de leur apporter de la nourriture, mais on est dans des situations de plus en plus difficiles, tendues, parce qu'aujourd'hui, les Chinois achètent les terres où il y a de l'eau à proximité, et il se trouve que le Soudan et l'ancien président qui a été déchu depuis, en fait, vendaient ces terres aux Chinois pour pouvoir, parce qu'il y a de l'eau à proximité, donc cultiver. Et cultiver pour les animaux, puisque, vous le savez, aujourd'hui, notre problème principal, c'est la viande, parce que 60% de nos terres sont utilisées pour nourrir les animaux qui vont nous nourrir. Et il se trouve que les Chinois ont une population qui, aujourd'hui, a un niveau de vie qui augmente. Avant, il y avait 1 million de personnes qui mangeaient de la viande une fois par semaine. Il y a 10 ans, ils étaient 30 millions. Aujourd'hui, on l'estime à 75 millions. Donc ça veut dire qu'il faut de plus en plus de viande pour des gens qui aujourd'hui deviennent, entre guillemets, un peu plus bourgeois. C'est des vrais questionnements, sachant qu'aujourd'hui on est de plus en plus nombreux sur cette terre. Donc voilà, je suis parti sur cette idée que comme la sécheresse était une des causes principales des guerres qui se profilaient et qui existaient d'ores et déjà, je me suis dit c'est peut-être la meilleure façon aujourd'hui
peut-être de lancer une série documentaire pour France 5 qui s'appelle Sale temps pour la planète. Je réfléchis beaucoup aujourd'hui à changer le nom. Sale temps pour l'humanité, puisque la planète va nous survivre, hein, clairement. Elle évolue, les mousses pourront vivre tant bien que mal. Moi, je me souviens quand j'avais 17 ans, un prof d'université m'avait dit « Oh là là, il y a toute ma toiture, il y a de la mousse partout, il va falloir en nettoyer. » Donc j'ai passé tout mon été à nettoyer les tuiles, à retirer la mousse. Bref, c'est une petite parenthèse, mais tout ça pour dire que j'ai lancé cette collection, donc ça fait maintenant, il y a 80 films qui sont à l'étranger comme en France aujourd'hui, parce que justement on souffre tous du changement climatique. Alors il y a toujours les climato-sceptiques, il y a toujours ceux qui pensent que tout ça c'est juste un cycle naturel, classique, etc. Enfin, quand on va sur le terrain, qu'on va rencontrer les gens qui sont en première ligne, quand on rencontre les experts, quand on rencontre aussi les autorités les plus responsables, on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui va arriver, mais qui est en cours. Et quand on voit aujourd'hui, puisqu'on a pris conscience avec les derniers incendies, je ne sais pas si vous avez vu les inondations à Saragosse, vous qui êtes dans le département de l'Aude, vous avez vu en 2018 ce qui s'est passé. En plus, on a découvert qu'il y avait du mercure, que c'était juste une horreur absolue. Donc en fait, évidemment que ça n'arrive pas qu'ailleurs. On est aujourd'hui, nous tous, et les éleveurs, les agriculteurs qui sont en première ligne, les pêcheurs, tous ceux qui vivent de cette terre. Je prends un exemple toujours, je prends un ballon de football. Le ballon de football, en fait, le cuir, faut imaginer que c'est la croûte terrestre. Et cette croûte terrestre, vous prenez 1000 papiers à cigarettes. Et la terre arable, celle qui nous permet de nous nourrir, c'est juste une feuille de papier à cigarette. Et là, en ce moment, je fais un documentaire dans le nord de la France, où depuis une dizaine d'années, ils ont des coulées de boue. Et les coulées de boue, en fait, c'est toute la terre arable, donc celle qui nous permet de nous nourrir, qui est en train de partir. Et pourquoi ? La vraie question, André-Marc Selos, qui est à l'INRA, qui est au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle, le raconte très très bien. Cette boue, c'est de l'eau, et on est bien placé pour savoir à quel point c'est important, et c'est surtout des nutriments, et c'est une terre vivante. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on dope chimiquement les terres, et à force, il n'y a plus de vivant. Maintenant, on voit un ver de terre, on a juste envie de l'écraser, alors que pourtant, c'est le cycle du vivant. Donc moi, ce que j'ai aussi appris à travers la guerre, ça a l'air complètement un peu fou cette trajectoire, c'est qu'en fait, le vivant, c'est tout ce qui nous entoure, y compris les mousses, y compris des choses que l'on déteste. Les araignées, il n'y en a pas une qui va vous tuer. En France, elles sont toutes... il n'y en a pas une qui est agressive et pourtant, je ne sais pas pourquoi on les tue. Et c'est le monde du vivant. Donc voilà, Sale temps pour la planète, c'est aussi une façon d'essayer. Moi, c'est ce que je dis toujours, parce qu'au début, quand j'ai commencé ce métier, j'étais convaincu qu'avec ma caméra, j'allais changer le monde. J'étais un peu présomptueux. Après, je me suis pris un peu pour Don Quichotte. J'avais l'impression de servir à rien. Puis aujourd'hui, avec le temps, je me suis dit, il y a cette philosophe allemande que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Hannah Arendt, qui dit au moins on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Donc moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'informer et de partager le plus possible pour que chacun d'entre nous, parce que c'est souvent la question, je suppose, qu'on pose à chacun sur cette table ronde, et même peut-être à vous, c'est qu'est-ce que je peux faire ? La vraie question. D'abord de vous informer, de partager la connaissance, de montrer qu'il y a plein d'initiatives formidables qui existent ici et là. Vous entendrez tout à l'heure Domingo, et vous vous dites, waouh, c'est formidable, quoi. On est capable, nous, on est sapiens sapiens, donc on est capable de devenir peut-être plus résilient. Et là, aujourd'hui, on a créé une agence de presse citoyenne pour tous ceux qui aujourd'hui ont des choses à dire, mais qui ne savent pas forcément les dire, pour les accompagner. Merci Morad. Alors, tu l'as dit, au moins on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Et c'est sans doute ce qu'on peut dire aussi du documentaire de Jacqueline Roche, qui elle est partie vraiment en franc-tireuse, sans passer par la case télé, à travers cette enquête et ce constat d'étonnement aussi. Moi je me souviens lorsque tu m'en as parlé les premières fois en 2015 de cette enquête, de cette question, tu m'as raconté comment de bon matin, en prenant ton café, tu as ton rituel du matin qui est
d'être sous le ciel bleu en tant que photographe, de regarder le ciel et de prendre le café en regardant comme ça le bleu qui t'entoure. Et au fil des jours, au fil des mois, des semaines, tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait et ton œil de photographe plutôt averti sur ces teintes, sur ces couleurs, s'est dit mais le bleu d'aujourd'hui n'est plus le même bleu qu'auparavant. C'est d'abord mes yeux au ciel, après 20 ans de repérage du ciel en photo, parce que beaucoup de photos en lumière du jour, et donc quand on faisait les séries de photos, il fallait d'abord savoir le ciel, et quand on fait des photos de maillots de bain, campagne de publicité à Paris, et qu'on n'a pas les budgets, on met l'affiche sur un petit muret, et donc si on a le fond du ciel, ça marche, on peut penser qu'on est dans un endroit au bord d'une plage, ou peu importe. C'est bien pour le budget carbone, ça. Oui, en plus, c'est très bien pour le budget par carbone. Mais moi, j'avais dans mes photos de repérage un beau ciel bleu et des beaux nuages blancs à la Magritte, bien ronds. Et puis, il y a des campagnes où ça a commencé à devenir compliqué parce que les traînées étaient vraiment visibles, très moches, très quadrillées. C'est vrai que je me suis questionnée à ce moment-là. Et j'avais un studio photo en lumière du jour. Et j'ai constaté sur une année une baisse du diaph, de la lumière, de la luminosité énorme, sur le budget de lumière qu'on commandait quand il n'y avait pas assez de lumière. Donc en fait, c'est plusieurs choses cumulées comme ça qui m'ont poussé à faire une enquête. Et mon documentaire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était le cri de colère d'une grand-mère pour les générations futures, parce que quand j'ai fait l'enquête, le documentaire est le témoignage de cette enquête. Et quand j'ai fait l'enquête, je trouvais que c'était pas bien pour les générations futures. Alors tu nous as quand même fait un petit cadeau avant de venir ici pour le festival. C'est que tu as un peu fait des recherches internet pour vérifier un peu quelles étaient les dernières nouvelles. Alors donc, méthodologiquement, ce qui est intéressant dans ta recherche, c'est que tu as juste fait une recherche documentaire à l'identique et à l'image de celle que tu as fait dans le cadre du documentaire, sur le mois de juin-juillet 2023. Le Monde, en fait, si vous tapez géo-ingénierie sur Internet, là c'est juillet, Le Monde, que l'on soit pour ou contre la géo-ingénierie solaire, doit être encadré par des règles de gouvernance. Le Monde. Euronews, recourir à la géo-ingénierie pour lutter contre le réchauffement climatique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça, c'est question au Sénat, réponse du Sénat. Il y en a vraiment beaucoup, je vais vous les laisser à disposition, BBC. Donc il y a une quinzaine en gros de revues de presse dans des médias principaux, dans des grands médias nationaux qui abordent la géo-ingénierie, qui se font l'écho de débats sur la géo-ingénierie ou qui montrent que le sujet est abordé, reste vivant et ça se passe sous nos yeux ou derrière nos oreilles en quelque sorte. Si on n'est pas en train de faire des recherches ciblées ou de suivre ça spécifiquement. C'est cela en gros, Jacqueline. Oui, et d'ailleurs dans le documentaire, vous voyez bien que toutes mes sources sont des sources mainstream. Ce sont des choses qu'on nous a dites en fait. Tout est plus qu'officiel en vrai. Ce qu'il y a, c'est que c'est dit soit à des heures tardives, soit et puis en petits morceaux. Le documentaire remet le puzzle en entier, en fait. C'était surtout le fruit de ma recherche. Alors, il y a aussi sur ton site web des compléments d'information. Tu peux nous présenter ça rapidement ? Oui, il y a beaucoup de choses, parce qu'en fait, à chaque fois, ils mettent des acronymes. SRM... BECCS, enfin que des mots qu'on ne comprend rien du tout. Donc j'ai fait des petites pastilles qui expliquent exactement à quoi correspondent ces nouvelles technologies. Et on les trouve sur le site internet, c'est très facile à trouver, c'est climatartificiel.com. Et il y a les premières pages qui sont le fil d'actu. Alors j'avoue qu'entre les années Covid et ma mission de grand-mère, ça fait un petit moment que je n'ai pas réactualisé. Mais de toute façon, ça reste à peu près la même chose. Ce qui est commenté, ce sont des articles de Science et Nature. Hein. C'est pas
parce qu'on se prend vite une étiquette de complotiste, mais vous remarquerez que tous les documents sont officiels, en fait. Et puis après, il y a les petites pastilles, et après, il y a une autre page sur le documentaire que vous pouvez retrouver en ligne, et tout est gratuitement. Tout a été fait gratuitement, en fait. Merci Jacqueline. Il y a un point sur lequel on viendra et j'aimerais bien avoir à ce moment-là le point de vue de Morad là-dessus. Ça sera sur la gouvernance internationale et notamment sur les COP. Domingo, on l'a dit un petit peu, tu viens du Québec, 50 ans au Québec. Tu es mexicain. Pardon. Tu es mexicain. Tu as débuté. Ta première vie était au Mexique. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Ensuite, en tant qu'étudiant, ou en tout cas après 25 ans, à peu près 23 ans, tu pars au Québec. Tu nous raconteras sans doute pourquoi à certains moments. Domingo, en 2 mots, cinéaste engagé au temps du Mexique, cinéaste politique, philosophe, anthropologue, artiste. Et là, j'aimerais que tu puisses nous partager cela en tout cas. Suite à ton arrivée au Mexique, suite à ton arrivée au Québec à la fin des années 60, 68, 69, lorsque tu arrives au Québec, en fait, tu vas mettre en place une école des savoirs indigènes et de transmission des savoirs indigènes aux populations natives amérindiennes du Québec pour leur transmettre ces gestes, ces savoirs, cet art de vivre traditionnel, notamment lié à la nature et à la forêt. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience, ce vécu, est-ce que tu as pu mettre en place à cette époque? C'était donc il y a 50 ans. Oui, à un moment donné, l'Association des Amérindiens du Québec, on a décidé de prendre l'éducation dans ses propres mains, parce que toujours on était, bon, comme on le sait très bien dans l'histoire, manipulés, bon, on connaît l'histoire, je ne vais pas me répéter. Donc, on a décidé de faire le premier collège post-secondaire dans l'histoire des Amériques, pris par les autochtones, enseigné par des autochtones et métis. Donc, quand j'arrive là, 6 mois en retard, disons, au 12e semestre, on avait seulement des cours, j'étais engagé comme professeur d'art, mais ce qu'on enseignait était le dessin et la peinture, mais européenne, et il n'y avait rien de vraiment autochtone. Donc, je proteste avec la direction et je dis où c'est notre langage, où c'est notre matériau, où c'est nos outils à nous. Et puis, on avait perdu malheureusement la tradition parce qu'on a enlevé à tous les enfants chaque année pour les amener dans les monastères ou des villes manipulées par les catholiques et le gouvernement pour effacer la culture, le langage, l'amour à ses parents, à ses terres et l'oubli de la forêt. Donc, voilà que j'ai dû commencer de zéro avec eux. J'ai décidé de présenter au ministère de l'Éducation du Québec un programme de 12 ans pour préparer à des artisans, entre guillemets artisans, parce qu'on ne connaît pas ces mots, mais plutôt c'est tout ce qu'il y a à voir avec la vie quotidienne qu'on avait oublié. Et une 3e année pour, après avoir appris toute cette connaissance, tous ces savoirs traditionnels, les transformer en un langage contemporain et fini avec les petits souvenirs pour les touristes. Et cette culture dite de l'art autochtone que moi, totalement, j'objecte. On avait toutes les nations de Québec, les Atikamekw, les Anishinaabe, les Cris, les Naskapi, les Mohawks, les Inuits et les Inuits aussi. Et puis, mais pas seulement ça, on commençait à venir de l'Ontario, après de l'État de New York. Finalement, on avait eu de tout le Canada et des États-Unis.
Donc, qu'on venait à chercher un peu dans la source, disons, parce que les problèmes des les résidences scolaires et tout ça n'étaient pas seulement de Québec, mais un peu partout. Les mêmes génocides culturels. Donc, est-ce que tu peux faire juste une parenthèse pour nous parler de la base du lieu où se déroule l'école? Parce que ça fait le lien avec la fin. Oui. Donc, là, les collèges Manitou, comme on s'appelait, il était sur une base de missiles nucléaires américains qu'on venait de finir, mais qu'au moment de la finition contre la Chine et la Russie, mais au moment de la finition de cette base, était déjà obsolète. Et, donc, ils ne savaient pas quoi faire, les Américains. On les laisse à l'armée canadienne. L'armée canadienne ne sait pas quoi faire dans cet éléphant blanc au milieu d'une mer verte, de la forêt perdue. Donc, c'est à ce moment-là que l'association des Amérindiens prend ce site-là pour faire le collège. Dans un milieu 100%, disons, autochtone, parce qu'il était au milieu de la forêt. Et vous disposiez donc d'un matériel ultra sophistiqué, vu la base et vu le bâtiment. Oui, les Américains nous ont laissé 150 maisons préfabriquées, nous ont laissé un studio de télévision, de photographies, imprimerie, lieux de culte pour les 3 religions, des piscines intérieures, de toutes sortes de choses pour nous un peu inutiles, disons. Non? Et puis voilà, c'est là où on a commencé notre aventure. Donc, à partir des premiers ce programme que je développe, on commence par exemple à faire tous les outils pour la création. On commence à faire les peintures, je les enseigne à faire les peintures à gouache, les acryliques, à huile, etc., avec tous les matériaux végétaux et minéraux qu'on trouvait autour de nous. En même temps, on faisait, disons, tous les vêtements, les mocassins, les moclocs, toutes les choses à voir avec les vêtements. On faisait aussi les transports. Les canots, les courses de boulot, les traîneaux, les raquettes de neige, on faisait tout ça. Aussi, elle les enseignait la côté des trapages, qu'eux, on avait oublié, la pêche, la chasse, les trapages et tout ça. Et quoi faire après avec les animaux, parce que je m'opposais au trapage dit traditionnel, que c'est tuer un animal pour vendre sa peau. Et pour nous, c'est un crime, un sacrilège total. On tue un animal pour le manger, sinon on ne le touche pas. Non? Et pareil avec les plantes. Pour nous, c'est un crime tuer, par exemple, une fleur. Il n'y a pas aucune différence avec tuer une lièvre ou un castor. Éthiquement parlant, c'est la même chose. Il passait très bien, très bien. J'étais très content de tout cet renouvellement, disons, surtout avec la jeunesse, non, qui s'intéressait beaucoup à apprendre toutes ces sortes de choses. Combien d'élèves vous aviez sur la base? J'avais jusqu'à plus de 200. Parce que aussi, il faut se souvenir au savoir qu'au Québec, bon, on a les Français, mais c'est le fédéral qui paye. Et le fédéral, pour faire la division les 11 nations autochtones du Québec, quelques-uns on l'enseignait rien qu'en anglais et les autres rien qu'en français. Comme ça, les premières semaines, il y a eu toujours la guerre entre les propres Indiens, entre les francophones et les anglophones. Jusqu'à un moment donné que j'ai dit gang des idiots, non? On s'est entretué entre vous autres pour une chose de langue des colonisateurs et pas vous-même, non? Donc c'est bon,
petite période, après tout a changé, il y a eu des mariages, un cri avec un mohawk, des montagnais avec un autre, et on a vu développer des enfants, vu naître des enfants de cette coalition, disons, et puis ça a changé la chose. Le problème était qu'on était, ça passait trop bien. Donc le gouvernement, il a commencé à avoir peur de nous. On m'a accusé de quelques chefs corrompus d'aller faire la révolution chez les autochtones. Et des autres chefs traditionnels m'ont accusé d'être un mauvais chaman du sud qui est arrivé au nord pour corrompre la jeunesse des peuples autochtones du nord. Donc, on essayait de nous fermer, mais chaque semestre, tous les étudiants, et les professeurs, les travailleurs, on allait protester à Montréal, à Québec, à Ottawa pour sauver notre collège. Jusqu'à un moment donné, le 24 décembre de 1976, nous avons envoyé, pendant que tout le monde était en vacances de retour à les réserves pour la Noël, on nous envoyait la Sûreté de Québec, la police provinciale et l'armée pour, à la force, nous faire sortir à tous. Tous les matériaux, j'ai fait une collection de plus de 4000 diapositives d'art autochtone de toutes les nations du Canada. On avait des enregistrements de son avec les derniers Mohawks qui connaissaient les 3 langues, que chaque des 3 langues qu'on doit parler, parce qu'il y a une langue entre les enfants, un autre entre les adultes et un autre dans les aînés. Donc, c'est 3 langues différentes ou dialectes qui se changent un peu. Lui, il était le dernier Mohawk à les connaître. On a travaillé avec lui plus de 6 mois pour enregistrer tout ça. Et enfin, on avait une collection d'art autochtone aussi, pas seulement de diapos. Et on avait aussi toutes sortes de différentes choses qu'on avait fait, notre outil de travail, nos œuvres et tout ça. Et tout a été détruit et enterré au bulldozer après. Et puis, quelques semaines après la fermeture, la police, 3 patrouilles me cerclent mon petit auto, on me fait sortir par les cheveux, par la fenêtre, et on me casse tous les côtes et les sternons partout. Et puis on me dit, on veut plus, on t'a dit qu'on ne veut plus des sauvages par ici. Et puis, bon, voilà, mais moi, têtu, moi je reste, personne ne me va faire sortir d'ici. Parce que même si le collège avait fermé, j'avais acheté une terre avoisinant où venaient des étudiants, des profs. Même si était mort le collège, on continuait un petit plus encore à faire des choses. Non? Puis le maire qui n'a pas voulu vendre la terre, comme des autres, la police, etc., on ne voulait pas qu'il reste. Mais je ne sais pas si c'était provoqué ou pas, mais la tonnerre a tombé sur mon atelier, ma maison, puis a détruit 30 ans de ma vie et effacé toute mon histoire personnelle, et les archives, les photos, etc., les souvenirs de famille, et tout. Et puis c'est après ça que Antoinette et moi, on décide quitter cette région-là, puis aller à une autre où on est maintenant, la Matagouinie, aussi dans le nord de la Naudière. Merci Domingo pour ce partage. Donc, tu l'as dit avec Antoinette,
tout a été détruit lorsque la foudre est tombée sur cette maison qui était devenue un peu le refuge ou le camp de secours du collège Manitou. Mais pas tout, puisqu'il y a eu des textes et des manuscrits qui étaient partis 2 semaines avant de cette maison. Et ces textes-là, ça a donné la matière, ça compose La Guerre des Fleurs, l'ouvrage que tu as amené ici, qui a été édité il y a 2-3 ans maintenant, je crois, 4 ans, et qui va être en dédicace tout à l'heure. Antoinette, peux-tu nous compléter ou nous raconter cette histoire de la Guerre des Fleurs et ces textes et ces manuscrits et les cris, les messages que contiennent ces textes par rapport à la nature, par rapport aux injonctions, aux invocations par rapport à la nature que ça contient notamment, au niveau de la Guerre des Fleurs, hein. C'est comme une trace des archives écrites encore préservées par rapport à tout ce qui avait été perdu auparavant. Alors, miracle, avant cet incendie dévastateur qui a brûlé la maison de Domingo, la foudre s'est donc abattue sur sa maison. On vivait ensemble depuis 2 ans à peu près, à la suite de plusieurs rencontres, expéditions d'art-aventure, c'est-à-dire des expéditions d'artistes comme des expéditions scientifiques dans des lieux sauvages, dans le désert, dans la jungle, dans des endroits sauvages. Et on avait décidé un peu d'en faire un mode de vie et de le prolonger sous forme d'un concept que Domingo appelait territoire culturel. C'est en fait de prendre une zone non habitée, un grand territoire sauvage, d'essayer d'y vivre et d'y survivre, mais surtout d'y faire naître la culture. Et partant de cette idée, on avait décidé donc de déménager, je dirais, pas de façon préventive, mais en tout cas de sortir de cette maison ces archives photos et écrites. Et on part avec quelques boîtes dans notre camion, on s'installe à Montréal quelque temps dans l'idée de chercher une région sauvage où aller habiter. Et 3 semaines après, la foudre tombe sur la maison. Et en fouillant, du coup, ça devient un trésor 2 fois plus précieux, puisqu'il ne reste plus que ces papiers, ces archives. Et j'ai commencé à regarder dans ces boîtes et ces manuscrits, et je tombe sur des cahiers et des cahiers écrits depuis sa jeunesse, contenant des fragments de romans réécrits plusieurs fois, des pensées, des poèmes, des élucubrations de toutes sortes en espagnol, des déclarations d'artistes, des textes, des pamphlets, des manifestes, toutes sortes de cris, de colère, de rage, des projets aussi, des scénarios de films, en tout cas tout ce qui avait été en ébullition dans sa tête, dans ses tripes pendant des années. Et je me suis dit, il faut, première des choses, les transcrire. Et puis après, on verra ce qu'on peut faire. Donc j'ai transcrit pendant assez longtemps. Et quand Domingo est parti pour un jury dans l'ouest du Canada, je me suis dit, je vais lui faire une surprise. Je vais essayer de retrouver, parce qu'il n'aura peut-être pas le courage de recommencer de se plonger dans toutes ces boîtes, où est la cohérence et le fil conducteur de ses écrits. Et en fait, il y avait plusieurs blocs déjà constitués. Donc un roman autobiographique avec un autre roman enchâssé à l'intérieur qui racontait l'histoire d'un écrivain, sans doute un alter ego, mais il y en avait 3 ou 4, donc j'ai mis du temps à comprendre qui était qui. Et finalement, je découvre qu'il y a une voix ancienne, ancestrale, qui veut transmettre aux nouvelles générations, et si possible jusqu'à 7 générations, comme on le fait chez les autochtones, c'est-à-dire que chaque décision qu'on prend est valable. En principe, il faut la prendre assez sagement, collectivement, pour qu'elle soit bonne pour l'avenir, pour les générations futures. Et c'est un peu dans cet esprit que j'ai bidouillé un espèce de premier montage que j'ai montré à Domingo, qui a dit bah oui, comment, enfin. Et ensuite il s'est mis à travailler là-dessus, à retravailler, et c'est devenu une sorte de projet interminable d'édition, de réédition, de collage, de comment présenter ce manuscrit, sachant qu'il y avait en fait plusieurs options et qu'elle nous passionnait pas tant sur le plan du contenu que vraiment sur l'aventure littéraire, purement littéraire, de savoir est-ce qu'on présente un roman complètement une fiction ou un roman autobiographique ou un témoignage ou un collage, est-ce que ce sont des textes bruts, est-ce que c'est documentaire ou est-ce qu'on mélange un peu tout, enfin, quel va être le fil conducteur. Et puis à force de réécrire et défaire et refaire la tapisserie 100 fois,
Mais il a fallu trancher. Et puis une amie est arrivée un jour et nous a dit bon, allez, c'est le temps d'arrêter de tergiverser depuis des années, parce qu'on en parlait de ce projet qui n'en finissait pas. Et elle nous a aidés en quelque sorte à piocher dans les textes. Et le livre qui en résulte en ce moment n'est pas exactement celui qu'on aurait peut-être voulu, mais c'est déjà bien, parce qu'elle a choisi, elle, en disant bon, on va prendre le texte le plus ancien de Domingo, qui était un poème qui s'appelle En el Verde, dans le vert, publié en 63 à Mexico, dans la revue qu'il avait créée qui s'appelait La Rage, qui démontrait un peu son état d'esprit à l'époque de révolter contre la bureaucratie littéraire aussi à Monterrey, où il était étudiant, contre je dirais une certaine sclérose académique universitaire. Et donc, lui, avec un groupe d'amis à l'époque, donc au début des années 60, se sont révoltés contre tout le système institutionnel et ont voulu devenir un peu je dirais pas des Rimbaud de la littérature mexicaine, mais à l'époque, c'était des jeunes poètes révoltés qui ne voulaient pas se couler dans le moule. Donc ça, il est à la toute fin du recueil, mais c'est en fait le plus ancien des textes. Après, il y a L'Esprit des lieux, qui est un texte important que Domingo écrit en 87 lors d'un colloque du même nom à Rimouski au Québec. L'Esprit des lieux, c'est, comme son nom l'indique, tu en parleras mieux que moi, mais une réflexion sur l'esprit qui habite les lieux physiques, géographiques, telluriques. Et ce texte-là est dédié plus spécifiquement à son expérience au Collège Manitou. Après, il y a le Codex Ferrus, qui est une partie du roman autobiographique qui se passe au Mexique, qui lui raconte la transmission par le vieil artiste à la nouvelle génération, comment survivre dans la forêt, comment créer, comment repenser son rapport à la nature. Donc ça, c'est la partie la plus importante du livre. Et puis il y a quelques autres textes écrits par la suite qui sont soit des textes poétiques ou des manifestes. Mais ça donne en fait un échantillon, un aperçu d'un petit peu tous les styles d'écriture de Domingo. Voilà. Donc c'est à peu près ça, La Guerre des fleurs. Merci Antoinette. Donc on a commencé un peu à faire le tour d'horizon des personnes présentes ici face à vous. Alors on peut se dire quel lien avec l'air, avec l'oxygène, quel lien avec l'atmosphère, quel lien avec le souffle. Quel est le souffle qui peut nous traverser, qui peut nous habiter? Quel est le souffle qui peut être présent dans nos paroles? Quel souffle peut-on avoir lorsque nous sommes confrontés à un environnement qui va être pollué? Quel souffle peut-on avoir lorsque nous sommes confrontés à une atmosphère qui peut-être a de moins en moins d'oxygène, ou en tout cas est de moins en moins respirable? Donc il y a un peu tout ça qui se mélange. Est-ce qu'on est au sens propre, au sens de la chimie atmosphérique, ou est-ce qu'on est aussi au sens figuré par rapport à la société que l'on souhaite construire, que l'on souhaite faire vivre, que l'on souhaite transmettre à cette génération dans le futur, et quel type de respiration, quel type de suffocation sommes-nous capables de supporter? C'est un peu tout cela qui se croise à travers les personnes qui sont présentes devant vous. Alors, Morad, COP26, COP21, COP21, on l'a vu dans le documentaire de Jacqueline, ça nous a remis dans le coup de marteau de Fabius et les acclamations. C'est assez léger au niveau de l'extrait vidéo, mais on se souvient quand même des acclamations dans la salle et des gens qui se dressaient et qui se serraient dans les bras, puisque c'est vrai qu'il y avait eu, comme pour tout grand accord international non contraignant, des tergiversations et des négociations diplomatiques sans fin dans les coulisses. Aujourd'hui, COP26, tu es un observateur privilégié de tout cela. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Où en sommes-nous aujourd'hui par rapport à cette guerre climatique, à cette nouvelle zone de conflit qui se situe, on pourrait dire au niveau de l'atmosphère, mais pas vraiment, c'est tout le vivant, c'est toute la planète, c'est nous-mêmes, ça concerne nos corps également. Qu'est-ce que tu peux nous dire, nous partager donc le dernier état des lieux de cette COP26 et de cette histoire d'engagement pris pour sauver le climat, c'est-à-dire en fait nous sauver nous avec? Malheureusement, toutes les COP, et vous voyez la dernière a eu lieu à Sharm el-Sheikh en Égypte, on ne peut pas dire que les Égyptiens soient quand même... plaident la cause climatique. Là, c'est encore pire, puisque vous avez dû apprendre que la prochaine aurait lieu à Dubaï, c'est Dubaï, et elle serait présidée par le pape du pétrole là-bas. Et elle est sponsorisée pour Sharm el-Sheikh par Coca-Cola, qui est quand même un des pires pollueurs. Je ne parle pas de l'eau, de leurs canettes plastiques, etc., enfin de leurs canettes.
Donc en fait, les COP, est-ce que vous savez par exemple qu'en 2015, donc COP 21, vous savez ce que nous aurions dû aujourd'hui, nous, avoir comme empreinte en tonnes de carbone émis par individu? 2 tonnes. 2 tonnes, ça veut dire qu'on ne mange plus de fromage, mange plus de viande, on ne boit plus d'alcool. 2 tonnes. C'est ça aujourd'hui. Le CNRS qui a fait une étude avec ses chercheurs, aujourd'hui ils sont à 14 tonnes. Nous sommes à 10 tonnes. Vous imaginez en fait ce succès-là qui est très relatif. C'est-à-dire que pour arriver à un tel résultat, 2 tonnes par personne, ça voudrait dire qu'aujourd'hui on change de vie, on change tous nos logiciels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va contraindre les gens de manière un peu brutale, non pas à vivre dans la forêt comme a pu le faire Domingo et justement transmettre ce qu'il a essayé de faire, mais on se retrouve dans des situations où on va contraindre des gens qui sont dans un mode de vie là. Du jour au lendemain, on leur demande d'être là. Moi, je crois beaucoup plus à la pédagogie, je crois beaucoup plus au temps pour échanger, pour expliquer, pour sensibiliser. C'est la seule et unique façon aujourd'hui que, globalement, on arrive à une société un peu plus juste, qui ne soit pas que dans l'obsolescence programmée, qui ne soit pas, etc., etc., etc. Donc, en fait, oui, les COP, malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Les experts qui y travaillent sont tous de bonne foi. Franchement, les résultats, il ne faut quand même pas oublier que la première COP, à l'époque, les scénarios les plus pessimistes sont devenus les plus optimistes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils sont dépassés, malheureusement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une gouvernementalisation, entre guillemets, internationale des recherches qui sont réalisées. C'est-à-dire qu'au début, le rapport, je crois que c'est dans ton film qu'on voit ça, il fait 1500, voire même plus. Certains rapports faisaient même 2000, 2500 pages, etc. Ensuite, les décideurs, les journalistes ont droit à 30 pages. Pour ceux qui sont un peu plus courageux, ils ont le droit à un peu plus de pages. Mais globalement, en gros, les chercheurs font un énorme travail. Et derrière, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye d'être pragmatique et de dire, ben voilà, aujourd'hui, on en est arrivé là. Bon, on sait malheureusement que le changement climatique nous prend tous de court. J'étais en Guyane. Le président Macron, au même moment, était au Gabon. En Guyane, j'apprenais, moi, que l'université de Leeds, avec 250 chercheurs, travaillait sur ce qu'on appelle le point de bascule. Et là, sur les forêts tropicales humides, qui aujourd'hui sont des pièges à carbone. Aujourd'hui, à 32 degrés, c'est-à-dire dans pas longtemps, on va avoir des forêts tropicales humides qui vont émettre des gaz à effet de serre, émettre du carbone. Donc tout ce qui est aujourd'hui piégé par les forêts tropicales humides, malheureusement, ça va être de pire en pire. Donc les températures qui augmentent, on n'est pas à 1,5. Vous avez vu Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, parle maintenant de 4 degrés. Juste pour comprendre un peu les conséquences de 4 degrés, le groupe AXA, les assurances, AXA a dit, c'est le président qui l'a dit clairement, moi, une France à 4 degrés, je ne suis pas capable aujourd'hui de garantir les risques que je garantissais jusque-là. Une France à 4 degrés. Vous allez voir, ça s'accélère. On y arrive, hélas. Donc ça veut dire que malheureusement, aujourd'hui, quand vous avez une réunion de la COP, quelle qu'elle soit, la 1, la 2, la 3, etc., il faut savoir qu'il y a 50 ans déjà, on savait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Et on n'écoutait pas les experts qui en parlaient. Et là, aujourd'hui, les COP, systématiquement, sont sponsorisés, parce qu'en fait, c'est les États qui disent « j'aimerais bien l'organiser ». Donc là, en ce moment, Dubaï, l'Égypte, je ne sais plus ce qu'il y aura après. Oh, c'est de la COP washing, quoi. C'est un peu de la COP washing, ouais, c'est pas faux, c'est une belle expression, mais en tout cas, malheureusement, les experts, et quand vous allez dans les COP, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont des idées, qui peuvent faire les choses, en fait, eux, ne peuvent pas y entrer. Ils n'ont pas les accréditations. En revanche, tous les membres des gouvernements sont énormes. Ils vont mégoter sur tel article, tel amendement, tel ceci, tel cela, pour finalement ne jamais s'entendre, parce que c'est ce que dit un proverbe arabe, hein. Ils se sont entendus pour ne jamais s'entendre. On est à peu près dans la même situation, parce que les lobbies, on le voit bien sur le pétrole, les énergies fossiles, ils n'ont rien fait, encore sur la dernière COP. Et pourquoi ferait-il, dans la mesure où ça remet en question évidemment les modes de vie des uns et des autres, et comme on est toujours court-termiste en politique, là un maire c'est tous les 6 ans, un député tous les 5 ans, le président tous les 5 ans, qu'est-ce qu'il va prendre comme risque de ne pas être réélu s'il fait des choses ?
Ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement, tout à l'heure, vous disiez, au Canada, dans les communautés autochtones, en fait, c'est des réunions collectives et on réfléchit sur les prochaines générations. Il se trouve qu'en France, quand on avait plus d'agriculteurs qu'aujourd'hui, on disait la même chose. On disait on travaille la terre pour les générations futures. Aujourd'hui, à force de doper chimiquement les terres, on travaille pour soi et plus pour les générations futures. Vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'effectivement, aujourd'hui, malheureusement, on maltraite, on dope chimiquement la terre et on est en train de la dénaturer. Et c'est là où c'est aujourd'hui vraiment terrible. Donc les COP, malheureusement, à chaque fois, quand vous y allez, vous ne rencontrez pas les gens que vous devriez voir, c'est-à-dire tous ceux qui ont des idées pour changer le monde. Si on prend l'exemple de Bertrand Piccard, qui a créé cette fondation Solar Impulse, il a déjà aujourd'hui recensé à peu près 1500 technologies de bon sens, qui vont nous permettre de réduire la hausse des températures. C'est quoi ? On le sait exactement ce qu'il faut faire. Pas besoin d'avoir des ingénieurs qui vont nous inventer des technologies. Qu'est-ce que vous voulez faire contre la mer qui monte ? Qu'est-ce que vous voulez faire contre les gens qui ont construit sur les lits des rivières, alors qu'on sait que malheureusement, il y aura des pluies de plus en plus diluviennes, etc., etc. Donc en fait, les COP, pour moi, c'est à chaque fois que je dis ça, ça permet aux télés, aux médias d'une manière générale, d'évoquer des questions qu'on n'évoquerait pas normalement. Moi, j'adorais être face à Claude Allègre, parce qu'il était climato-sceptique, il avait toujours ses médailles Field en disant « Mais vous êtes qui pour me parler ? J'ai la médaille Field ». Bon, moi, à chaque fois, j'étais là non pas pour parler en mon nom, mais j'essayais de plaider, et surtout, j'essayais d'être un peu le porte-parole de tous les scientifiques que j'avais pu rencontrer. Et donc, les COP, aujourd'hui, c'est juste une machine... à faire de la com, quoi. À faire de la com pour, au mieux, se donner bonne conscience. Voilà, tu disais cop-washing, c'est assez juste, mais malheureusement, on va en bouffer encore des COP. Et on va en bouffer encore la réunion de la dernière chance, la réunion de l'ultime chance, la réunion de l'ultime chance, etc., etc. Dans les vocabulaires en superlatif, on ne sait plus quoi utiliser pour dire exactement la même chose. C'est-à-dire que de toute façon, on sait que les gens qui aujourd'hui négocient, malheureusement, ne sont pas ceux qui vont avoir le courage d'imposer des décisions qui vont effectivement permettre aux générations futures de bien vivre, ou en tout cas de vivre. Vous l'avez vu tout à l'heure dans le documentaire, l'essentiel, et les Mika le rappellent, c'est se nourrir, c'est boire, c'est se vêtir, c'est quand même les libertés les plus fondamentales. Donc voilà, donc sur la gouvernance de la COP, encore une fois, c'est que des machines. Fabius, c'est formidable. Hollande, je l'avais interrogé il n'y a pas très longtemps. Je lui dis, alors vous avez fait quoi pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré ? Il me dit, mais maintenant c'est à 3,5 degrés. Et c'est à cause d'eux. Je dis, mais vous, qu'avez-vous fait ? Ah, mais j'ai fait la COP 21, ça a été un succès. C'est du ripollinage, c'est juste de la façade. C'est assez terrible d'ailleurs de voir à quel point on est capable aujourd'hui de faire du vent, quoi. On a parlé ensemble un peu Domingo, et par rapport à ce cop-washing, par rapport à se donner bonne conscience, tu me disais quelque chose par rapport à un constat, toi, de vieux sage et de témoin privilégié. Je donnerai mon micro à Domingo, par rapport au politiquement correct, et le point de vue des peuples autochtones sur le politiquement correct et sur ces déclarations de politique. Pas simplement par rapport au climat, par rapport aussi aux droits fondamentaux et à vous, et à votre vie. Bon, je commence d'abord pour dire comment la pollution de l'air est arrivée au Canada. On a fait des études sur les femmes inuites, donc avant appelées les Esquimaux, et on a trouvé que le lait des femmes qui laitaient aux enfants était la plus polluée de la planète avec les plombes. Autre chose, même maintenant le gouvernement dit qu'il ne faut pas manger les poissons sauvages plus d'une fois chaque mois. Et pour les gibiers, c'est interdit de manger tout l'intérieur de tous les animaux parce que c'est là où se concentrent tous les cadmium, les chromes, les plombs, etc. Donc, les lacs, j'ai fait dans
après la fermeture des collèges, l'association québécoise contre les pluies acides m'a demandé de faire un documentaire. Donc, j'ai passé une année à faire les études sur l'acidité de l'eau au Québec. Et on a trouvé que plus de 25% des lacs sont déjà morts, 40% c'est très malade, et le reste c'est très, très susceptible aussi d'empirer. Donc, aussi, c'est pour ça que c'est interdit de manger les poissons sauvages. Bien sûr que et ça, à ce temps-là, personne ne savait de ce qu'on connaît maintenant. Mais pour nous, c'était les plus acides. Bon, voilà, donc avec tout ce qu'ils contiennent, non? Et puis après ça, il y a un grand oubli. Personne n'a plus parlé des pluies acides. On passait à autre chose, comme maintenant le réchauffement ou des autres aspects, disons. Mais le gouvernement, la média, on a fait tout le possible pour effacer tout le côté, disons, dangereux pour la connaissance des pluies acides, ce qui vraiment on nous fait au quotidien. Sur les animaux, sur les plantes, sur l'eau. Les animaux et les plantes et les arbres, comme on le sait. Et par rapport par rapport au politiquement correct et par rapport au discours des politiques, oui, mais c'est aussi autre chose à la mode, non? Il y a, par exemple, il y a 10 ans ou 15 ans, une fois j'étais à Montréal, il y avait des protestations de les Mohawks à Kanesatake et Kanawake. Puis on avait bloqué un pont d'accès à Montréal. Donc les Québécois, on était énervés. Et moi, j'avais le vernissage d'une exposition collective. J'ai marché dans la rue, puis on me pousse contre le mur des trottoirs, trois grands Québécois me disant maudit sauvage. Non? Maintenant, c'est le gouvernement essaye, Trudeau, d'améliorer les choses, disons, en demandant pardon ici et là, mais dans la réalité, il n'y a rien qui a changé. Non? C'est un jeu des politiciens qui bon, est devenu mondial, c'est vrai. On a gagné quand même un peu la bataille à niveau culturel sur les problèmes de l'appropriation. Que tout le monde s'est approprié de nos symboles, de notre vêtements, de toutes sortes de choses, les designs. Puis que, bon, même dans le théâtre, avec Robert Lepage, dernièrement, un grand scandale, parce qu'on a protesté qu'un Québécois fait tout les plus grandes peut-être productions théâtrales dans l'histoire du Québec sur les autochtones, et il n'y avait même pas un autochtone dedans là. Non, il y avait quelques extras ou je ne sais pas quoi, non. Donc on a protesté et on a gagné et on a arrêté cette production. Maintenant, si quelqu'un veut faire, disons, un film sur les autochtones, il faut qu'au moins 3 personnes soient d'origine autochtone pour pouvoir le faire. Donc peu à peu, on gagne, mais aussi on gagne dans l'exagération, une sorte de racisme à l'envers. Donc, il y a toujours un danger de se surpasser. Et on est juste là. Merci Domingo. Jacqueline, oui, peux-tu, afin de donner un peu de matière scientifique et chimique, peux-tu nous rappeler quelles sont les substances chimiques associées officiellement au programme de géo-ingénierie, aux tests, aux programmes qui ont été mis en œuvre, et ce qui a pu être détecté ou mesuré par ailleurs, entre l'officiel et le non-officiel, on va dire, en termes de niveau de réalité? Officiel, c'est nanoparticules d'aluminium et de calcium, du carbone en fait, carbonate. Après, il y a plein d'associations qui ont fait des analyses et qui ont trouvé d'autres choses. Donc, mais ça n'est pas officiel. Donc
Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir quand il a parlé... le autre chose, c'est quoi comme substance, par exemple? Il y a barium, il y a... Barium et strontium. Par contre, le dioxyde de soufre, dans Nature, ils expliquent très très bien qu'ils allaient faire des expérimentations. Je crois que c'est en 2018. C'est aussi dans les textes sur mon site. Ils ont épandu et fait des essais. En fait, la géo-ingénierie, aujourd'hui, elle est officiellement pas en pratique, elle est en essai. Mais des essais constants, en fait. Donc, et depuis très très longtemps, puisqu'on sait que ça date depuis... Le Vietnam était officiel, mais ça date depuis vraiment très très longtemps. Oui, en écho à cela, parce que tu ne le dis pas dans ton documentaire, moi je m'étais intéressé à ce sujet. Les premiers épandages sur les populations non averties se sont déroulés aux États-Unis, sur une ville moyenne, en 1952. Et on a donc épandu des particules radioactives au-dessus de la population. C'était une ville de 30 000 personnes, de mémoire, 30 ou 40 000 personnes. Et pourquoi ça avait été fait? C'est parce qu'en fait, on voulait voir au niveau d'une contamination chronique ou d'une radioactivité chronique qui tombait comme ça en neige sur les personnes de façon invisible, quelles pouvaient être les conséquences au bout de 6 mois, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, du fait de cette contamination. Pourquoi c'était fait? Parce qu'on peut se dire, Hiroshima, Nagasaki, ça suffit, on a déjà eu des populations qui avaient été suivies, oui, mais là c'était pour vérifier, en gros, en termes de dommages collatéraux, c'est-à-dire sur des populations qui n'étaient pas cibles d'armement nucléaire, mais qui étaient susceptibles d'être contaminées par des particules radioactives, par des poussières radioactives liées à des explosions radioactives, liées à des conflits radioactifs, donc par rapport à des populations qui pouvaient se retrouver à être exposées par accident, qu'est-ce que ça peut faire sur leur santé? Ces projets qui ont eu lieu de façon secrète ont été rendus publics, je crois, au début des années 80, suite à des batailles pour l'accès aux documents. Mais c'est les premières. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, premièrement, c'est aux États-Unis, dès 1952. Et ça concerne aussi la filière du nucléaire, qui est aussi une filière connue pour son secret, puisque dès la première explosion radioactive militaire, Trinity, dans le désert, aux États-Unis, mi-juillet 45. On est 15 jours, 3 semaines avant les premières explosions au Japon. Le communiqué de presse de l'armée américaine, c'est de dire que c'est un dépôt de munitions qui a explosé. Donc, dès la première explosion nucléaire, on est sur de la fake news. Okay, voilà. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui a pollué les lacs au Canada. Ça, c'est le dossier des pluies acides dans les années 80, à la fin des années 80, et tous les dossiers qui avaient lieu à ce moment-là, oui. L'air, les vents et les nuages qui vont vers l'Arctique accumulent toute cette métaux lourde, disons, avec eux, et la décharge est là-bas. Et ils tombent dans les régions les plus... sauvage qui peut exister sans aucun village ou même pas usine dans des centaines ou milliers de kilomètres autour. Il n'y a rien, mais rien que les vents et les nuages. Donc à travers les courants aériens, il y a un effet de concentration, comme il le rappelait, on va dire que les grands poissons vont accumuler au fur et à mesure, vont faire de la bioaccumulation au fur et à mesure de la chaîne alimentaire, les particules des métaux lourds, des particules toxiques qui vont s'accumuler. Et ça fait le lien avec nos mousses dont je voulais avoir ton avis, Jean-Philippe, ou en tout cas nous relater cet aspect de la recherche, sans peut-être faire trop du spoiler alert sur le documentaire, mais plus en général, en tout cas, cette démarche des scientifiques d'envisager les mousses comme étant des témoins privilégiés de pollution ou de contamination de territoires donnés. Alors, c'est pas du tout, on ne sont pas du tout en train d'envisager, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on utilise les mousses pour évaluer l'état de l'air que vous respirez. Ça fait très longtemps qu'on sait comment tout ça fonctionne. Qu'est-ce que je vous disais, le principe, c'est que les mousses sont bioaccumulatives, donc elles ont, si vous voulez, elles sont un tout petit peu moins protégées que nous. Elles n'ont pas de derme. C'est pas des plantes qui se nourrissent puisqu'elles n'ont pas de racines avec le sol, donc elles se nourrissent de l'air ambiant.
Donc c'est pour ça que c'est des plantes un peu bizarres. C'est que moi j'ai essayé un jour de dessiner l'équivalent d'une mousse avec un corps humain. Donc ça fabrique un corps très très bizarre avec une grande bouche grande ouverte vers le ciel, si vous voulez, puisque tout ce qu'elle fait en fait, c'est regarder le ciel en fait et attendre que les choses lui tombent dessus. Et en plus, elle ne peut pas vraiment se protéger des pollutions environnantes, donc elle les bioaccumule. Et en fait, alors il y en a une qui est particulièrement efficace, c'est la sphaigne. La sphaigne, lorsque vous la mettez sèche dans une ville comme Paris, par exemple, il y a des outils à Paris. Des fois, vous les voyez accrochés à des lampadaires. Hein, c'est des bulles en plastique dans lesquelles on a accumulé de la sphaigne. Et ensuite, les scientifiques viennent recueillir cette sphaigne et grâce à cette sphaigne, on est capable de mesurer la qualité de l'air. Voilà, c'est des plantes qui ont cette capacité-là, voilà, qui se protègent un peu moins bien. Voilà. Et dans le documentaire, donc, il y a un cas qui est détaillé, c'est la façon d'envisager les mousses par rapport à la radioactivité. Alors oui, parce qu'effectivement, elles sont capables de mesurer la radioactivité. Ça, c'est très intéressant. Parce que grâce à la collecte de mousse, en fait, on peut très facilement cartographier, et on peut quasiment le faire, absolument pas le faire avec d'autres choses, en fait. C'est la manière la plus efficace de mesurer la radioactivité. Et effectivement, à Fukushima, qui est une catastrophe, alors qui est une catastrophe qui ne se voit pas, c'est une catastrophe quasi invisible, hein, quand vous pouvez aller vous promener à Fukushima. La seule chose qui a changé, c'est tous ces sacs, ces big bags en fait, accumulés à proximité de la mer, dans lesquels ils sont venus accumuler de l'eau et des boues tonnes, radioactives. Alors, voilà. De l'eau dans les silos, et ils ont surtout récupéré à peu près une dizaine de centimètres de sol, hein, qu'ils ont raclé sur les premiers 300 ou 400 mètres autour de la station, et qu'ils ont accumulé dans des sacs, et l'eau dans des silos. Puis vous le savez peut-être, mais depuis 3 semaines, le gouvernement japonais ne peut plus stocker cette eau, et cette eau va être déversée dans la mer, en fait. Donc ça, c'est le gouvernement japonais l'a annoncé il y a quelques semaines, hein. Les Japonais étaient scandalisés. Mais ce qui se passe là-bas, en fait, c'est qu'on cartographie, on s'aperçoit de choses très intéressantes. Par exemple, ils ont réussi, hein, franchement, c'est un vrai... c'est pas un gag, ils ont vraiment réussi à se débarrasser de quasiment tout ce qui était dangereux autour de la station. Et ce qui est fascinant, c'est que les endroits aujourd'hui autour de Fukushima qui sont les plus pollués, et ça revient un petit peu à ce que vous évoquiez tout à l'heure, Domingo, je vous le donne en mille, c'est les zones où il y a des barrages, en fait, puisque l'eau en fait s'est accumulée contre les barrages, les particules nucléaires se sont accumulées elles aussi contre les barrages, et ces lieux-là sont les lieux les plus pollués. Et c'est les mousses qui permettent de le découvrir, en fait. Voilà. Et comme je vous le disais, surtout la sphaigne, alors qui n'est pas partout, hein. La sphaigne, c'est celle de vos tourbières, mais c'est une mousse qui a une capacité d'absorption qui est assez exceptionnelle. Oui, ce qui est intéressant là dans cette... d'accumulation, pardon, pour voilà. tout mélanger. Dans cette approche, c'est qu'on n'est pas en train de poser des capteurs pour savoir ce qui peut se passer. On va faire des prélèvements dans des zones particulières qu'on va choisir ou sélectionner parce qu'on se pose la question de savoir quel est l'état de cette zone, quel est le niveau de contamination de cette zone, quel type de pollution va être présente dans cette zone. Et on va donc utiliser la mousse qui est déjà là, en faisant un petit prélèvement, on le voit très très bien à l'image au niveau du documentaire, pour répondre à la question. En fait, surtout pour constater, donc on ne règle pas le problème. Oui. On fait que constater, et c'est le travail des scientifiques, hein, c'est simplement de constater que ça ne marche pas. Donc, ce qui est étonnant, c'est la cartographie qui se fabrique derrière. Ça, c'est fascinant, hein, de voir comment la pollution s'est déplacée, où est-ce qu'elle s'est déplacée, à quel point l'efficacité des équipes sur place a été franchement spectaculaire, et en même temps d'une tristesse sans nom, parce qu'en fait on ne règle pas du tout le problème, on l'a juste mis le problème dans des sacs, si vous voulez, mais voilà, c'est exactement quand on met la poussière sous le tapis, quoi. C'est exactement ce qui se passe à Fukushima. Mais c'est surtout un constat, quoi, hein. Il ne faut pas imaginer que les mousses vont sauver le monde, hein. C'est vraiment un constat, c'est-à-dire que c'est un outil qui va permettre de constater l'état de pollution de
de l'air. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle bioaccumule et qu'on peut extraire aussi des métaux. Alors, il y a une entreprise allemande notamment qui met des mousses dans des centrifugeuses et qui en extrait de la matière métallique en fait. Des métaux lourds, ouais. Les métaux lourds, ouais. Et Morad voulait compléter ou dire? Non, parce que je trouve que les plantes sont extraordinaires et qu'on n'imagine pas en fait les services qu'elles nous rendent. J'étais en Corse avec un biologiste marin qui travaille sur les herbiers de Posidonie. Je ne sais pas si vous connaissez ces herbiers qui nous rendent, pour le coup, c'est pas seulement, elles font pas un constat, comme un médecin avant de vous donner un remède ou une solution. Elle va d'abord et avant tout en fait faire, ça ne va pas faire de diagnostic, mais ça va au contraire capter le carbone et c'est encore plus efficace pour le coup que les forêts tropicales humides. Aujourd'hui, malheureusement, c'est difficile de lutter contre ces grands yachts qui arrivent avec leurs ancres et qui vont ancrer dans les herbiers de Posidonie. Et malheureusement, quand ils relèvent leurs ancres, en fait, ils traînent et ils sont en train de détruire en fait ce qui aujourd'hui pour nous est essentiel. C'est-à-dire que ce monde du vivant nous permet aussi, pour le coup, d'absorber ou de piéger le carbone. Et on ne se rend pas compte à quel point tout ce qui nous entoure aujourd'hui, c'est extraordinaire. Le pouvoir des plantes, on pourrait en faire des dizaines de bouquins, même plus. Et pareil pour les documentaires. Et puis il y a une autre chose que je voudrais juste te dire qui est important, parce qu'on dit souvent que les herbiers, que les forêts tropicales humides, c'est le poumon vert. C'est faux. En réalité, nos poumons nous servent à prendre de l'oxygène et à rejeter le gaz carbonique. Les plantes, elles font autre chose. Elles nous permettent justement de capter le gaz carbonique, qui aujourd'hui malheureusement est une des causes du réchauffement planétaire. Et pour le coup, ça nous permet justement de mieux vivre. Et quand moi j'entends parler de compensation, je suis toujours foudrage. Compensation, c'est le droit à polluer plus. Ah oui, on compense. Aujourd'hui, moi je préférais qu'on dise absorption. Et ça changerait tout. Il n'y aurait pas les crédits carbone, toutes ces conneries qui permettent à certains pollueurs de continuer. Et là où c'est encore plus incroyable, parce qu'on parlait des poissons, il y a une enquête qui a été formidable, hélas, qui nous enseigne quelque chose de terrible. Sur les saumons. Les saumons d'élevage sont moins pollués que les saumons sauvages. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Parce que pour faire grandir les saumons d'élevage, il faut tout un tas de saloperies, de farine animale, etc. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, malheureusement, les saumons d'élevage sont peut-être moins pollués que les saumons sauvages. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Dans le même ordre d'idée, on a le fait que les abeilles dans les villes sont en meilleure santé que les abeilles des champs. Tu sais pourquoi? Elles se nourrissent au McDo l'hiver. Parce qu'en fait, on a malheureusement non mais c'est vrai, on a trop de ruches aujourd'hui dans les grandes villes. Et donc les abeilles se retrouvent en compétition, notamment au moment où il n'y a plus rien à manger. C'est-à-dire en gros quand arrive l'hiver. Et elles vont se nourrir de quoi? De McDo, des poubelles. Donc en fait, c'est à chaque fois... C'est pour ça que moi j'incite toujours les gens à s'informer, à partager leurs connaissances sur toutes ces questions, parce que malheureusement souvent on ne sait pas, ou en tout cas il y a des questions qui sont posées, et les tourbières, vous parliez des tourbières, formidable le rôle qu'elles jouent aussi les tourbières aujourd'hui. Pourtant, vous avez déjà marché dans des tourbières? C'est compliqué, n'est-ce pas? Donc on ne se rend pas compte de ce monde parce qu'en fait, on est trop ethnocentré, on pense qu'à nous, notre nombril, etc. Et ça, c'est terrible. Allez-y, je vous en prie. C'était juste pour intervenir par rapport à la sécheresse. Je vous parlais de ça tout à l'heure. Moi, je connais quelqu'un personnellement qui fait de l'agroforesterie. Et l'agroforesterie, c'est vrai que c'est bien d'en parler parce que c'est ce monsieur, ça fait 20 ou 30 ans qu'il s'y est mis. Et il fait des cultures, il met des arbres fruitiers, des arbres non fruitiers, des ci, des là. Et du coup, ça a créé un climat, où l'humidité revient. Et c'est vrai qu'avec la destruction, et il faut se faire gaffe à ça, parce qu'on veut aussi débroussailler pour éviter les feux, etc. Enfin, il faut faire ça de façon très intelligente. Parce qu'en débroussaillant tôt ou en enlevant trop
de forêt, on risque justement la sécheresse et donc du coup les incendies. Et là, c'est vrai, mais c'est un travail qui dure une vie, quoi. Et il y en a de plus en plus qui font ça. C'est-à-dire un peu retourner à des méthodes anciennes, mais là, en vraiment une méthode scientifique quand même, hein, parce qu'on ne fait pas ça comme ça, n'importe comment. C'est juste ça que je voulais dire. Oui, il y a une association française d'agroforesterie qui existe, l'AFA, je crois, ça s'appelle. Mais vous cherchez Association française d'agroforesterie, c'est des gens très très bien. Moi, j'ai eu la chance de faire des papiers avec eux en 2005, 2006, où c'était les premiers colloques scientifiques et les premières conclusions de programmes comparatifs où on regardait les pratiques en Grèce, les pratiques en Italie, les pratiques en Espagne. Et est-ce que c'est compatible avec une agriculture mécanisée ou non? Comment on peut faire? Et l'agroforesterie participe aussi de cette notion d'une culture à étage où on peut cultiver au ras du sol, on peut cultiver à 1 mètre du sol et on a l'arbre qui nous donnera des fruits, qui va pousser, qui va donner des fruits et qui va être à 2-3 mètres du sol. Et ça permet aussi aux producteurs sur une même parcelle de diversifier ses revenus. Donc en gros, l'agroforesterie, ça n'a que des avantages. Et par rapport à ce que vous expliquiez même si ça va poser des contraintes puisque ça suppose de changer le logiciel de comment on fait son exploitation, de comment on procède. Et c'est pas rapide, hein. Ah ben c'est sûr que c'est pas de l'agriculture intensive. Il faut anticiper évidemment. Donc c'est un autre rapport au temps. Ça veut dire qu'on se sort d'un envoûtement qui est celui d'une relation au temps fondée sur l'instantanéité. Mais donc ce qu'il faut avoir en tête, et votre question ou en tout cas votre remarque m'invite à le rappeler à tous pour ceux d'entre vous qui l'ignorent encore. L'oxygène est fabriqué comme un coproduit, comme le résultat de la réaction chimique de la photosynthèse. Ça n'a pas l'objectif de fabriquer de l'oxygène, ça fabrique de l'oxygène dans un second temps, en tout cas comme une conséquence. Et une des autres conséquences qu'il y a par rapport au fonctionnement des arbres, à la respiration spécifique à la biochimie des arbres, c'est que ça fabrique de l'eau. Les arbres fabriquent de l'eau. C'est un des seuls systèmes qu'il y a sur Terre qui fabrique de l'eau nouvelle. C'est notamment Ernst Zucker, dans un de ses bouquins sur les arbres, qui relate cette compréhension-là, qui est très récente, qui date de la moitié des années 2000 à peu près. On a compris qu'en fait, ils fabriquent de l'eau, et cette eau, du coup, les arbres émettent... C'est une eau qui s'échappe des arbres et c'est ça qui fabrique, notamment au-dessus des forêts tropicales, de l'Amazonie et ainsi de suite, ces quantités de nuages de vapeur d'eau qu'il va y avoir et qui fabriquent ce qu'on va appeler des fleuves ou des rivières atmosphériques et qui participent de pouvoir pleuvoir ailleurs ou de pleuvoir 20 km plus loin au-dessus des grandes forêts tropicales, des forêts tropicales humides comme il y a entre l'Amazonie et l'Afrique. Donc je voudrais dire que tout d'abord, merci Claude pour cette ode au biomimétisme. Donc, c'est-à-dire à la façon dont on va s'inspirer des solutions de la nature, et je dirais même faire corps avec celle-ci, renouer avec celle-ci, pour pouvoir bâtir, voire régénérer un environnement qui permette de fabriquer de la santé, de fabriquer de l'épanouissement, et qui va servir à faire que les 7 générations à venir, que dans cette génération, on ait une qualité de l'air, de l'eau et de l'environnement qui soit en meilleure qualité. Par rapport à cela, évidemment, ça suppose peut-être de faire le ménage d'un point de vue politique ou d'un point de vue des lobbies industriels qui, malheureusement, ont noyauté les structures de pouvoir. En off, je pourrais vous raconter 45 000 anecdotes à ce sujet, qui ont noyauté les lieux de pouvoir pour faire passer leur intérêt particulier, voire court-termiste, pour des intérêts généraux à long terme. C'est ça où il y a une falsification et une esbrouffe. À titre personnel, je voudrais sincèrement vous remercier de votre présence, de votre écoute, d'être resté aussi longtemps. Remercier aussi mes collègues ici à cette estrade et de vos partages et de vos prises de parole et de vos prises de position et vraiment du partage de vos histoires et de votre point de vue sur le monde parce que j'ai eu la sensation en tout cas qu'on avait fait une belle table ronde. Merci à Geoffroy, merci à Fanny de nous avoir accueillis et d'avoir permis que cet événement existe et à tout à l'heure, on se retrouve pour les dédicaces.